Rapison Shalom. Shalom Bracha. Merci de me recevoir pour ce troisième volet de Face à l'actu avec Laura Fison. Bah écoute, avec plaisir. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, aujourd'hui, on va parler de deux choses. On va se concentrer sur deux sujets. Le premier sujet sur l'accord qui est en cours au moment où on parle entre Israël, le Hamas, les Américains, un peu les Anglais, un peu les Turcs, un peu les Égyptiens, pour faire la paix, et je mets des guillemets parce qu'on va devoir en reparler sur le Moyen-Orient et sur Gaza. Et deuxième sujet, on est à la veille de Sukkot. Cette vidéo va sortir le matin du soir de Yom Tov. Ça veut dire on est vraiment... C'est demain. Ça veut dire demain. Autour de Sukkot, il faut aussi qu'on en parle parce que c'est une fête souvent mal connue ou c'est quelque chose qui a été un peu transformé en un petit peu la fête des cabanes, des choses comme ça. C'est l'occasion d'en parler. Est-ce que vous êtes prêts alors? Allez, c'est parti. Avant de rentrer, et je prends mon téléphone parce que j'ai noté quelques petites choses, avant de rentrer dans le sujet de l'accord qui est en cours, j'aimerais un peu remettre de contexte sur cette guerre-là. Cette guerre a commencé le 7 octobre. Il y a eu le 7 octobre 1139 assassinés le jour du 7 octobre. On parle de 695 civils et de 71 étrangers et 373 personnes des forces de sécurité, police, militaires, pompiers, MADA font partie des forces de sécurité dans les comptages et on ne peut pas ne pas en parler. 260 assassinés au festival de Nova. Ça, c'est le jour du 7 octobre. Depuis le 7 octobre, on parle de 913 soldats tués après le 7 octobre, donc presque 1000. On parle de, en tout, à peu près 2000 Israéliens qui ont été tués depuis le 7 octobre. Je ne vous parle pas des 11 000 blessés psychologiques. Je ne vous parle pas non plus des plus de 30 suicides dans l'armée. De gens qui ne sont pas arrivés à supporter la suite dans l'armée, pas dans l'armée. Il y a beaucoup de gens qui étaient au 7 octobre qui, malheureusement, ont mis fin à leur vie. Il y a eu, le 7 octobre, 251 otages qui ont été pris, sans distinction, femmes, enfants, vieillards, jeunes, moins jeunes, israéliens, pas israéliens, juifs, pas juifs. Restitués vivants après des accords, après des accords ou après avoir allé les chercher de force, 148 otages, corps rapatriés 58, et il reste aujourd'hui 48 otages. On estime qu'il y en a 25-30 qui sont déjà plus en vie là-bas, donc plus d'une vingtaine ou une vingtaine qui sont en vie dans les tunnels du Hamas. Il y a eu plusieurs échanges. On parle après de 8 échanges, 8 périodes de trêve, de négociation entre Israël et Hamas. Il y en a eu 8 depuis 7 octobre, depuis après 2 ans. Autre chiffre hyper important qu'il faut se rappeler, le nombre de roquettes qui sont tombées sur Israël. Il y en a eu 600 roquettes le jour du 7 octobre. Juste le 7 octobre, 600 roquettes. Et depuis le 7 octobre, en tout cumulé, il y a eu 30 000 roquettes qui sont tombées sur Israël. 10 100 depuis Gaza, 17 150 depuis le Liban, depuis la Syrie, depuis le Yémen. Et je peux me dire que cette nuit, il y en a eu une autre. Okay, une de plus qui a été tirée depuis les mers. On parle de 360 000 réservistes mobilisés, en général pour une période de plus de 300 jours en 2 ans. C'est-à-dire ils ont fait 1 an sur 2 en guerre. Il y a eu en évacués, et ça c'est le dernier chiffre qui est hyper important à se rappeler parce que c'est un traumatisme de dingue de gens qui ont été évacués chez eux parce que chez eux c'était trop dangereux pour y vivre. On parle de 143 000 Israéliens. On parle de 74 600 dans le sud et 68 500 dans le nord. Ça c'est les chiffres. Chiffres qui sont ahurissants. Maintenant, il faut aussi rappeler, depuis 2 ans, le Hezbollah a été décapité et a été mis sous terre, pas encore mort-vivant, mais presque. La Syrie a complètement changé. L'Iran a été ratatiné. Le Yémen en prend tellement plein la tête qu'on ne sait même pas encore pourquoi il tire. Le monde entier a compris la puissance d'Israël après le 7 octobre parce qu'on avait des doutes. Le 7 octobre, on a pris, je vais être un peu vulgaire, mais on a pris une treha. On a pris, je sais pas comment on le dit. On s'est fait surprendre. On a douté de nous-mêmes, de notre réaction. On a douté de nos soldats. On a douté si on était capable. 2 ans après, Arabe, est-ce qu'on peut dire que Israël est capable de se défendre? Bon, après une telle introduction, d'abord, les chiffres me rappellent une chose, me rappellent qu'on vit un événement aux proportions qui n'ont encore jamais eu lieu dans l'histoire moderne d'Israël. C'est-à-dire, il y a eu d'autres guerres, il y a eu d'autres pertes dans le peuple juif,
et dans le monde entier. Quand on parle de la première guerre d'Israël moderne, la guerre d'indépendance, il y a eu 6000 morts, mais ça a été d'abord beaucoup plus rapide, la guerre a été plus rapide, et d'autre part, il n'y a pas eu ces déplacements de population, il n'y a pas eu ces roquettes incessantes, et en fait, ceux qui sont tombés au combat étaient les combattants. Et le Horef, ce qu'on appelle finalement les civils, étaient moins mis en danger. Pareil pour la guerre de 6 jours, la guerre de Kippour, et ainsi de suite. Donc on vit une période qui est absolument extraordinaire. C'est extraordinaire, c'est-à-dire qui sort véritablement de l'ordinaire. Les chiffres que tu rappelles ont montré d'abord à quel point la force et la sécurité d'Israël sont au centre de toute la question de la résurrection nationale. En termes juifs, on parle de Géoula. Il est évident que la force et le bras font partie intégrante de cette Géoula. Je commence Dafka particulièrement là-dessus pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. Il est une question qui est très souvent posée dans le monde religieux de savoir est-ce que la délivrance finale vient par nous, par les hommes, par le peuple juif, par l'État d'Israël, Tzahal, ou alors est-ce que ça vient de Dieu? Et il faut attendre que tout vienne d'en haut. Et la réponse est que bien sûr que la Géoula vient de Dieu, virgule, mais l'État d'Israël, les soldats d'Israël, c'est Dieu qui agit. Et c'est pourquoi il faut bien se rappeler que la Torah nous dit « Et tu diras, ve'amarta, kochi ve'otsem yadi asa et ha'chayil hazeh » tu diras « C'est ma force et mon bras qui ont fait tout ça ». Alors, il y a un risque, parce que si tu dis ça, tu peux en oublier que celui qui t'a donné la force, c'est Dieu. Et c'est pourquoi la Torah continue en disant Ve'zacharta et Hashem Elohecha ki hu notenecha koach la'asot ha'il, et tu te souviendras que c'est l'Éternel qui te donne la force de faire tout ça. Donc, nous vivons une période absolument incroyable. Tu parlais des Mefounim, des gens qui ont été qu'on a forcé à déménager, déplacer pendant près d'1 an et demi. Alors, parce que c'était dangereux, et surtout parce que on ne voulait pas qu'il puisse arriver la même chose sur la frontière nord qu'il est arrivé avec la frontière de Gaza, pour ne pas donner d'idée au Hezbollah. Il y a un chiffre qu'on ne connaît pas, que tu n'as pas amené, mais qui fait froid dans le dos, c'est le nombre de personnes, parce que ça y est, a priori, les gens sont rentrés chez eux, au Hachem, mais Ils ont le droit. Donc ils ont le droit, et c'est ça le problème, c'est qu'une grande partie ne sont pas rentrés. Une grande partie ne sont pas rentrés parce que certains n'ont pas envie de repartir là-bas, dans le nord d'Israël, dans la frontière, des fois pour des raisons sécuritaires, et puis des fois aussi parce que quelque part, ils ont vécu 1 an et demi dans le centre du pays, et c'est plus les mêmes conditions de vie dans le centre du pays que quand tu habites dans la périphérie lointaine, Ou en nord, dans le ou nord. sud. À l'inverse, moi je connais personnellement des familles, et d'ailleurs je leur tire mon chapeau, des familles qui ont, comme on dit, se sont retroussés les manches, ils habitaient en plein centre du pays, et ils ont dit, nous on va monter, aller vivre à Metula, dans la ville la plus au nord d'Israël, pour renforcer les communautés là-bas. Ce qu'on a vu pendant ces 2 dernières années, c'est ce qu'on appelle en hébreu chosen, c'est-à-dire la force intérieure, la force d'unité, la force qui permet de passer toutes les pérégrinations du monde. Pendant 2 ans, tu parlais d'un peuple d'Israël qui a retrouvé sa puissance à l'intérieur comme à l'extérieur. Et je pense que c'est ça qui a été la carte maîtresse pour arriver à ce fameux accord dont il va falloir qu'on parle. C'est fondamental de comprendre que le peuple d'Israël ne peut pas se présenter ici, dans cette région du monde, sans en comprendre les règles. Nous vivons dans un monde qui n'est pas le monde des bisounours. Et nous sommes dans une région du monde qui a un langage. Ce langage, c'est aussi une culture, c'est aussi une histoire, et il serait extrêmement méprisant de l'ignorer. Nous ne sommes pas ici, dans le premier cercle qui nous entoure, ce n'est pas le monde occidental. Évidemment que le monde occidental est présent énormément, et les États-Unis en tête, mais le premier cercle qui entoure Israël, c'est le monde musulman. Et il faut savoir, qu'est-ce que le monde musulman a envie de dire, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il respecte, qu'est-ce qu'il ne respecte pas, quel est le langage. Tu veux parler avec quelqu'un, il faut parler la langue qu'il comprend. Or, dans tout le monde musulman,
géographiquement comme historiquement, eh bien, la force n'est pas un tabou, n'est pas quelque chose qui est prohibé, mais bien au contraire, c'est quelque chose qui est respecté. Donc, si tu veux pouvoir parler avec le monde musulman, il faut que tu sois fort. C'est très important. Et je pense que cet accord, alors, comme tu as dit, on ne connaît pas exactement tous les tenants et les aboutissants de l'accord, parce que même si le Hamas a dit plus ou moins oui, mais ils ont dit oui, mais, et on verra qu'il y aura plein de variantes. Il ne faut pas rentrer Voilà, dans on va pas rentrer dans parce l'accord. parce qu'il change tout Mais- court. Mais on peut se poser quand même une question très, très importante. L'un des leviers qui fait parler, se taire, agir ou ne pas agir le Hamas, l'un des leviers, je ne le connais pas tous, mais il est évident que l'un des leviers, c'est le Qatar. Le Qatar, effectivement. Il y a quelques Non, temps, le Qatar, c'est connu, c'est là-bas que évidemment, c'est là-bas que se réfugiaient les dirigeants dirigeants du Hamas, politiques. et une grande partie de l'argent du Hamas transite par le Qatar. Donc très bien. Maintenant, il y a eu il y a quelques semaines une opération qui a été menée par Israël au Qatar. Alors l'opération n'a pas réussi dans le sens où les cibles qui devaient être éliminées, les dirigeants du Hamas au Qatar, n'ont pas été éliminés, mais juste après cette opération, on commence à discuter. Pourquoi? Eh bien parce que le Qatar comprend que finalement, il n'existe aucun pays qui déciderait d'être ennemi d'Israël et d'attaquer Israël qui est protégé quoi qu'il arrive. Israël est capable d'arriver partout. Et je pense que le Qatar a très bien compris qu'il n'a pas envie de devenir la prochaine Syrie, qu'il n'a pas envie de devenir le prochain Liban, qu'il n'a pas envie de devenir le prochain Yémen ou le prochain Iran. Et donc, juste après l'opération, eh bien, on va commencer à avoir un discours, et ce qui, moi, m'a énormément interpellé lorsqu'il y a eu l'annonce faite par Donald Trump et Benjamin Netanyahu, c'est que l'écrasante majorité, pour ne pas dire tout le monde musulman, arabe, sunnite, fait partie de l'accord. Alors comment exactement, je ne sais pas, mais c'est-à-dire qu'il y a vraiment une prise de conscience générale que ça serait bon pour tout le monde que la guerre s'arrête. Il y a eu, ça fait une semaine à peu près, que la pression internationale, ça commence à se retourner gentiment face à Israël, mais est vachement sur le Hamas. C'est-à-dire depuis le 7 octobre, on n'avait pas eu de pression comme ça. Alors, il y a eu les 2 premiers mois depuis le 7 octobre où on n'osait rien dire à Israël. Entre vous et moi, hein, depuis le 7 octobre, depuis le 8 octobre, on demande à Israël de réagir, mais de prendre conscience que c'est l'incivil. Il n'y a jamais eu tout à fait de se dire, écoute, c'est des ennemis, c'est à eux de dire oui ou de dire non, mais si Ami dit non, tu peux les massacrer parce que c'est des ennemis. On a entendu ça souvent, mais le problème, c'est que entre les paroles et les actes, il y a un monde. C'est-à-dire que lorsque même les États-Unis, que ce soit sous l'administration Biden ou Trump, ils ont dit souvent, si vous n'acceptez pas ça, on va déchaîner l'enfer. D'accord, et puis finalement, c'était l'automne. C'était pas vraiment l'été, il faisait pas, ça brûlait pas. Donc, bon, là encore, il a dit, si vous n'acceptez pas... Avant de rentrer dans ça, est-ce qu'on a le droit, moi j'ai cette phrase qui revient de tous les films américains où il y a une prise d'otage, c'est les États-Unis et l'Amérique ne négocient pas avec des terroristes. Et cette phrase-là est faite pour protéger les États-Unis, que le terroriste qui viendra faire un prochain attentat ne sera pas tenté de faire ça parce qu'il verra que ça ne fonctionne pas. Ça n'a pas commencé le 7 octobre, ces prises d'otages. Ça n'a même pas commencé avec Gilad Shalit. Ça a commencé bien avant. Et si on peut un peu remettre de contexte sur la stratégie palestinienne de comment faire plier Israël. D'abord, il faut comprendre qu'il y a eu plusieurs façons de faire. Les attaques contre Israël ont été d'abord des attaques, on va parler d'attaques frontales, que ce soit avant la création de l'État d'Israël. On pourrait parler de ce qui s'est passé en 1921, là-haut, dans le nord d'Israël, dans la ferme de Tel Chai, des attaques frontales. Des attaques de Hebron. Voilà, des attaques de Hebron. Bon. Des attaques frontales, en fait, qui venaient dire, vous n'êtes pas les bienvenus, on va vous massacrer si vous venez, ne venez pas. Ou repartez. Le problème, c'est que l'État d'Israël a été créé, je dis le problème pour cette idéologie-là, c'est que l'État d'Israël a été créé et elle a gagné la guerre. Donc, les attaques frontales en 1948, ça n'a pas marché. Même en 1956, la campagne du Sinaï, ça a été un échec terrible pour l'Égypte, même si finalement Nasser en sort le grand vainqueur. Pourquoi ? Parce que les États-Unis et l'URSS, vous savez, c'était l'affaire du canal de Suez, où les Anglais et les Français avaient demandé à Israël de faire le travail contre l'Égypte,
Mais finalement, pour des raisons méga internationales, les États-Unis et l'URSS ont dit on arrête tout, on arrête tout, on arrête tout. Et alors que militairement, Israël avait complètement vaincu l'armée égyptienne, comme Nasser avait tenu bon, eh ben, il en est sorti politiquement le grand. Mais c'était une attaque frontale. De la même façon, la guerre des 6 jours, attaque frontale, la guerre de Kippour, attaque frontale. Mais après la guerre de Kippour, 1973, C'est l'anniversaire demain de la guerre des Kippour. en date chrétienne, enfin en date Goy. Oui, effectivement, c'est demain. Ça fait maintenant 50, 73. Hein, on est sur du 56, 53 ans. 53 ans. 53 ans. Et alors très bien, après la guerre de Kippour, le monde arabe, et quand je dis le monde arabe, je recentre sur toutes les organisations qui sont dans la région, à commencer par l'OLP, qui a été créé il n'y a pas si longtemps, hein, parce que l'OLP, c'est fin des années 50, début des années 60. L'Organisation de l'Organisation de libération de la Palestine. D'ailleurs, je vais vous montrer ici le drapeau. Voilà. Ici, vous avez le drapeau de l'OLP. Vous voyez ici que la création officielle, la caméra est là, je te parle à toi, mais voilà, donc vous avez la création officielle en 1964, et entre parenthèses, si tu veux zoomer, tu verras que l'objectif est clairement de libérer toute la Palestine dans leur bouche, c'est-à-dire il n'y a pas de place pour Israël. En tout cas, à partir du moment où on commence à comprendre que les opérations frontales contre Israël, guerre armée contre armée, ça ne marchera pas parce qu'Israël gagne, donc il faut trouver d'autres solutions et d'autres moyens de se battre. Et là, on va tenter les prises d'otages. Et la plus connue d'entre elles, il va y avoir l'événement tragique de Maalot, où on va prendre des otages dans une école, et ça va se terminer en bain de sang. Il va y avoir l'épisode très connu de l'opération Entebbe. Un avion de Air France qui doit aller en Israël, eh bien, il va être détourné par des pirates de l'air, par des terroristes, et on va la faire se poser en Ouganda, à Entebbe. L'objectif est de faire pression pour avoir une libération de prisonniers, de trucs, de machin, mais Israël ne veut pas négocier. Israël ne veut pas négocier, parce qu'on ne négocie pas avec des terroristes. Et donc, on va mettre en place une opération de sauvetage absolument incroyable d'ailleurs, qui va être un succès colossal. Et le commandant de cette opération, c'est le frère aîné du Premier ministre Benjamin Netanyahou, c'était Yoni Netanyahou, qui d'ailleurs lui-même tombera durant cette opération en réussissant à sauver les otages de Entebbe. Est-ce que vous avez vu le témoignage de Benjamin Netanyahou sur comment il a appris la nouvelle? Il était aux États-Unis, et ses parents étaient aux États-Unis, et il expliquait là-bas que plus dur que de recevoir la nouvelle, parce qu'il a reçu la nouvelle par l'armée l'a appelé lui, et lui, il a dû aller voir ses parents pour leur dire que son frère était tombé, et il expliquait là-bas, Bibi, j'ai rarement vu Bibi autant dans le toucher et autant dans les souvenirs. Il faudra qu'un jour, je vous remonte cette expression, je le montrerai parce qu'elle est hyper importante. Mais tu sais, à chaque fois qu'il parle des familles endeuillées, pas par le terrorisme, pas des familles de soldats, il dit tout le temps, je sais de quoi je parle. Je suis moi aussi un frère qui a perdu son frère. En tout cas, on ne va pas négocier avec des terroristes. On va les libérer. Israël décide qu'Israël ne négocie jamais. Non, on ne négocie pas. Est-ce que c'est dans la loi israélienne? Parce que ça fait partie de loi américaine, si je ne me trompe pas. De quoi? De ne pas négocier avec des terroristes? Je ne sais pas quelle est la constitution là-bas aux États-Unis. Je ne sais pas s'il y a une loi. Je ne pense pas qu'il y ait une loi qui a été déterminée comme quoi l'État d'Israël n'a pas le droit de. Je ne pense pas que ça fait partie de la loi. Mais en tout cas, c'était une ligne de conduite. Et puis, il va y avoir un épisode en 1985, l'année de ma naissance. Et ça ne rajeunit pas. Et en 1985, il y a un terroriste qui va prendre en otage 3 soldats. 3 soldats, et c'est la première fois que ça se passe ici. C'est-à-dire que les otages vont être pris au Liban, mais c'est à côté. On a traversé la frontière, on a pris des gens. C'est plus Entebbe. Entebbe, c'était des Juifs, c'est pas que des Israéliens qui ont été capturés dans un vol Air France, donc a priori avec Israël, des civils, uniquement des civils. C'est complètement différent. Là, on parle de 3 soldats qui ont été capturés, et on va demander une rançon pour les libérer de 3
terroristes qui sont dans les prisons israéliennes par tête. 3 contre 1. 3 contre 1. Bien que la politique israélienne soit de dire on ne négocie pas avec les terroristes, ils se disent 3 contre 1, c'est quand même pas cher payé. Alors allons-y. Et quand on dit oui, on dit non, vous n'avez pas bien compris. C'est 30 3. pour 1. OK. Et à chaque fois qu'on dit OK, ils montent le prix. Et on continue à dire OK. Et on est rentré dans cet engrenage et finalement, c'est 1000 et quelques, 1150 qui vont être libérés pour 3 soldats. Et c'est le début de cet engrenage où on commence à... Ça devient une Chita, une façon de voilà, c'est une façon de faire qu'on va accepter, qu'on va adopter, de dire qu'on veut les libérer. Maintenant, avant de te répondre, est-ce que c'est bien d'après la Torah, la halakha, ce que tu veux, j'aimerais quand même qu'on comprenne une chose. La question de savoir est-ce qu'on doit libérer nos otages à tout prix ou pas, c'est une question qui est juifo-juive. Parce que cette question ne se pose pas dans tous les autres pays du monde. Tu remarqueras qu'il n'y a pas de prise d'otages dans les autres pays du monde. Enfin, il y en a, mais c'est des trucs entre gouvernements, machin, c'est réglé entre petits groupes. Il n'y en a pas. Oui, Tu sais pourquoi il n'y en a pas? à ce niveau. Parce que les gens savent que dans les autres gouvernements, on ne négocie pas avec les terroristes et on préfère perdre les otages plutôt que de négocier avec les terroristes. Les États-Unis ne négocient jamais, l'Angleterre ne négocie pas, la France non plus. On ne négocie pas avec les terroristes, ça ne veut rien dire. Donc c'est une question qui est juifo-juive. Pourquoi? Parce que chez nous, on a un problème. On aime la vie. On aime la vie. J'ai fait une vidéo pour répondre à monsieur le député Thomas Porte qui nous avait accusé de vouloir le meurtre de la flottille de Gaza en lui expliquant que ce n'est pas du tout le cas et qu'au contraire, nous, on est partisans pour la vie. Dans nos veines, dans tout notre enseignement, on cherche la vie. Et le problème, c'est qu'on est ce qu'on appelle Gomle Chassadim. Gomle Chassadim, c'est qu'on veut le bien tout le temps et on essaie de faire tout le temps le mieux. Et des fois, c'est au détriment du bon sens, au détriment de la justice. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème, mais c'est nous. Et donc, c'est une question qui est juifo-juive. Est-ce qu'il faut mettre la vie à tout prix et quel prix? Parce qu'il y a eu donc l'affaire Djibril, mais après cela, il y a eu l'affaire de Gilad Shalit. En fait, le problème, c'est pas tellement de relâcher une fois, c'est qu'en Mais fait, c'est qu'après, ça devient un engrenage. ça devient évidemment. un objectif. Gilad Shalit, c'est aussi 1000 et quelques terroristes qui ont été libérés, dont Yahya Sinwar, qui est devenu le chef du Hamas, et qui a fait le 7 octobre. Il a été libéré pendant l'affaire de Gilad Shalit. Mais Gilad Shalit, c'est un homme, c'est plus 3 pour 1000, c'est 1 pour 1000. Et à chaque fois maintenant qu'on parle de faire des accords, eh bien c'est libéré contre... Et c'est un vrai problème. Je vais être un peu... je m'en fous des terroristes qui sont en prison, qui soient chez eux, tant que j'ai les otages à la maison. Alors que Gilad Shalit, au final, Mais c'est ça, ne peut pas ne pas... c'est ça tout le débat. On a tous été heureux, d'ailleurs c'était à Soukot également, si je ne me trompe pas. C'est juste avant. C'était à Soukot que Gilad Shalit a été libéré après 5 ans de captivité. Et tout le monde en Israël était heureux de sa libération. Et tout le monde d'un côté était triste de voir les 1000 terroristes qui retournent chez eux. Donc c'est évident que c'est une dualité qui est très profonde. On a, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, déjà 140 otages qui sont revenus en vie. 151. 151 en vie. Et ça a été des images extraordinaires. Et on espère que la vingtaine d'otages qui est toujours en vie, eh bien, on puisse les récupérer le plus vite possible et en bonne santé. Et les corps. C'est-à-dire qu'Israël, on donne raison. D'abord, je parle des vivants, mais on espère les revoir très très vite et on sera tous heureux, tous très heureux. Et comme tu dis, pour nous, la vie est tellement importante que même dans la mort, on cherche à honorer la vie. Et donc, on veut également récupérer, et on est prêt à payer pour cela, de récupérer les corps de nos otages, les corps de nos soldats disparus. Maintenant, je sais ce que tu vas me dire. Je suis plus en interview. Dis-moi ce que tu veux dire. Dis-moi ce que tu veux dire. J'ai été arabe à Abad Echad, dans Dans l'école des officiers. l'école des officiers.
Et là-bas, ils nous ont posé la question, est-ce qu'il faut ramener les otages contre des terroristes? C'était la question, il y a eu un débat comme ça, parce ils nous jugent en fait sur le commandement, etc. Comment on va devenir plus tard en fonction de nos réponses. Moi, j'ai été le sioniste modèle, non, vaut mieux laisser le corps, parce que même laisser la personne, bon, si elle a envie, c'est une question, mais si le corps, bah, tant pis, tant qu'on ne rend pas des meurtriers, ça risque de faire d'autres morts, etc. Et là, il y a quelqu'un qui a une réflexion, et j'y avais jamais pensé. C'est qu'en fait, si Tsahal va les chercher, c'est pour que d'autres soldats de Tsahal n'aient pas peur d'aller se combattre au cas où ils se feraient prendre et qu'Israël les abandonne. On C'est-à-dire sait que qu'on va aller les chercher aussi. si ça devient quelque chose de, écoute, t'es pris, un peu les James Bond, si t'es pris, personne ne ça va va pas pas, le etc. Donc vous avez compris, bah, c'est-à-dire s'il y a un risque que des soldats se disent, écoute, moi, si le pays n'est pas derrière moi, alors que je représente le pays, et ben Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Notre grande force, c'est également notre grand point faible. L'armée d'Israël n'est pas une armée de métier. C'est une armée du peuple. Chaque enfant du peuple juif à 18 ans, il va à la guerre. Enfin, à la guerre, s'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de guerre, on serait bien, mais il va à l'armée. C'est-à-dire que c'est une armée qui n'est pas les soldats d'Israël, c'est les soldats de chaque famille d'Israël. C'est pas les conscrits. À l'époque, il y avait les conscrits. Mon père, il a fait l'armée en France, 1 an de service militaire, tout ça. Moi, déjà, à mon époque, il n'y avait plus ça. Il y avait la journée d'appel de préparation à la défense. JAPD. La JAPD. Donc voilà, donc j'ai fait ça. Mais aujourd'hui, l'armée française, c'est une armée de métier. Celui qui veut être militaire, il est militaire. Très bien, Kol HaKavod, mon général. Mais c'est pas l'armée de chaque famille. Il en va de même pour les boys américains. L'armée américaine, c'est une armée de métier. Mais chez nous, c'est chaque famille qui sent que l'armée, c'est son fils. Et donc, si tu veux, c'est notre force. Parce que je ne sais pas s'il y a un peuple qui est plus derrière ces soldats que le peuple d'Israël. Je vous ai raconté j'étais appelé le 7 octobre, et 2 mois après, j'étais à côté de Jenin là-bas, et il y avait un général français. Et il m'a demandé de pas diffuser son nom parce qu'il n'avait pas le droit. En fait, il était représentant à l'ONU pour la France devant. Je lui dis ça, Marie, ça. Et on a discuté parce qu'on était 2 heures bloqués ensemble au fin fond d'un. Et tu parlais français. Et que je parlais français, et qu'ils m'ont fait venir. Ah, il y a un Français, il y a un Français. Et il m'a dit, écoute, je suis général dans l'armée française. Vraiment un truc à 4 étoiles. Enfin, vraiment un très très gros monsieur selon la France. Et il me parlait, il me disait, écoute, ce que fait Israël, c'est le rêve de chaque pays dans le monde, dont la France. Et il m'explique que demain, il y a la guerre en France. Ils sont à peu près persuadés que énormément de gens partiraient, que tous les gens qui auraient un peu d'argent fuiraient le pays et iraient vivre ailleurs aux États-Unis, etc., chercheraient des visas à tout prix, etc. Et en fait, il y a eu le 7 octobre un réveil, il y a eu un appel, un retour. Et une un patriotisme. Tu parlais de 300 000 réservistes, 300 000 réservistes. En fait, il y a plus de gens qui sont arrivés que de gens qui ont été appelés. Et 135%. 135, mais on imagine, c'est pas normal. J'ai parlé avec le Rav Tragaï Londin, un rabbin israélien, qui est responsable de cache-route dans plein d'endroits, quoi. Et il me dit, la semaine après le 7 octobre, il a été appelé en urgence à Dubaï. Pourquoi Dubaï? Parce que Dubaï, c'est, en termes d'aéroport, la plaque tournante de tout ce qui vient de l'Asie vers l'Europe. Ça passe par Dubaï. Et je ne savais pas, mais il se trouve que c'est là-bas qu'il y a l'un des endroits où on prépare le plus de repas cachers pour les avions. Ok. Et donc, ils m'ont appelé, ils disaient, on est en crise. Il y a une demande de jamais vue de repas cachers parce que tous les Israéliens qui étaient dans l'Extrême-Orient, ils sont tous revenus, ils voulaient tous revenir. Ils ont payé des billets d'avion pour venir combattre. Il faut se rendre compte. C'est pas que c'était gratuit, exactement. Non, ils ont payé des billets. Il n'y avait pas assez d'avions et machin. Hein. Mais Kitsour, c'est absolument incroyable. Cet engouement pour protéger le peuple d'Israël, c'est sa plus grande force, mais c'est aussi notre, pas faiblesse, je reprends mon mot faiblesse, mais disons, c'est notre point faible. Parce que, voilà, on sait très bien qu'on va aller les chercher. À tout prix? Alors, c'est ça la question. C'est ça la question. En ce moment, on parle du prix. C'est de ça qu'on est en train de parler en ce moment. Hein. C'est le prix bien sûr. que coûtent ces otages. Écoute, d'abord, j'ai rajouté une bénédiction dans les bénédictions du matin. Ah, ok. Le matin. Alors, comme je n'ai pas les épaules assez grandes et que je ne suis pas le décisionnaire de la génération, je la rajoute sans dire le nom de Dieu. Mais j'ai rajouté une bénédiction. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, shelo asani rosh memshala. C'est-à-dire, je remercie Dieu qui ne m'a pas fait Premier ministre. Parce que, franchement, ça ne doit pas être facile. Ça doit pas être facile. Je vais te dire.
il y a une grande différence. Et ça, c'est quelque chose on a beaucoup entendu pendant ces 2 ans. Dans le judaïsme, il y a un concept qui s'appelle Pidyon Shvuim. Pidyon Shvuim, ça veut dire racheter les prisonniers. C'est une halakha. C'est une mitzvah fantastique, une halakha, ce que tu veux. Énormément utilisé par les chassidim, nachon, parce qu'il y a les Alors, rabbis, ils disent. il y a eu des cas. Maintenant, il y a eu des cas où c'est arrivé. Mais justement, d'abord, elle est extrêmement codifiée, cette mitzvah-là. Et on va voir justement que c'est pas à tout prix. Mais deuxièmement, et je te spoil, ça n'a rien à voir avec notre situation actuelle. Pidyon Shvuim, c'est lorsqu'on est galout, lorsqu'on est dans l'exil, et que le dirigeant non juif de l'endroit où il est là-bas, il s'est excité sur 1, 2, 3, 12 juifs du village d'à côté, et il les a pris, il a demandé une rançon. Et là, à ce moment-là, on a une mitzvah de tout faire pour aller les ramener. Tout? Non. Et c'est ce qui a été écrit par l'un de ceux qui a été capturé. Il s'appelait le Maharam de Rothenburg. Il était le plus grand décisionnaire du monde juif à ce moment-là. Et le Maharam de Rothenburg, donc on est dans le XIIIe siècle, il va être capturé, il va être mis en prison dans une tour, je ne sais plus, c'est un nom qui se finit en Haïm, quelque chose, et on demande une rançon exorbitante pour lui. Il va écrire un psak halakha, c'est-à-dire une décision halachique disant il est interdit de me racheter. Interdit. Parce que le prix demandé n'a absolument rien à voir avec ma vie, c'est pas du tout bien, et si vous le faites, en fait, ça va les encourager à capturer tous les rabbins qu'ils trouvent. Vous mettez un prix à une vie? Mais c'est ce qu'il te dit. Il n'y a pas de prix. Ma vie n'est pas plus importante que celle des autres. Ils vont vous demander un prix exorbitant, et c'est pas normal. Vous allez tous devenir pauvres, vous allez tous devoir vous endetter, surendetter, machin. Pour moi, non. Et en plus de ça, ils vont voir que ça marche. Donc, moi, une fois que je vais mourir, ils prendront mon successeur et ils feront pareil. Entre parenthèses, son successeur, c'est Rabbi Asher Rabbi Yechiel à Roche, et c'est pour ça qu'il a fui et qu'il est parti en Espagne, de peur qu'on lui fasse la même chose qu'à son maître. Donc il a dit, on n'a pas le droit. Le prix doit être normal, c'est-à-dire en gros, une vie pour une vie. Alors quand il s'agit d'argent, c'est pas une vie pour une vie, mais c'est quelque chose qui doit être du domaine du raisonnable. Une fois qu'il est mort en prison, eh bien, ses ravisseurs ont demandé une autre rançon moins élevée, mais quand même exorbitante, pour sa dépouille. Il avait dit de ne pas le faire, mais il n'était plus là pour s'opposer, et donc finalement, les Juifs ont racheté la dépouille du Maharam de Rothenburg. Mais c'est contre la loi juive qu'il avait lui-même décrétée. Donc, Pidyon Shvuim, oui, on essaye autant qu'on peut, mais même là, il y a des limites. Tu ne dois pas endetter toute la communauté et tous les gens et qu'ils soient en train de mourir de faim parce qu'ils ont été racheter quelqu'un. Mais dans tous les cas, dans notre situation, il ne s'agit pas de Pidyon Shvuim. Il s'agit de Milchama. Il s'agit d'une guerre. Et on n'est pas en état d'exil où on nous a pris quelqu'un, on va le récupérer. C'est une puissance étrangère. Je ne parle pas d'État, parce qu'il n'y a pas d'État de Palestine. Groupe terroriste. N'en déplaise à M. Macron qui a reconnu l'État de Palestine, mais moi j'aimerais bien lui demander à M. Macron, et d'ailleurs je pense que beaucoup de gens l'ont fait, c'est quel l'État de Palestine? Quelles sont ses frontières à cet État de Palestine reconnu? C'est ce que vous dire. Les frontières de 67. Mais les frontières de 67, je veux bien. Alors qu'est-ce qu'on fait avec, par exemple, le Golan qui a été reconnu? Non, le Golan, c'est moins. Donald Trump. Bizarrement, le Golan, c'est moins une question parce qu'il y a moins de population là-bas. C'est plus du terrain que des populations. C'est ça le problème. Je pense que c'est une grosse partie du problème, c'est que là-bas, il n'y a pas de gens qui se plaignent tellement. Le problème, c'est que, à mon avis, c'est pas une question de quantité de population. Ok. La question est de savoir, est-ce que ça fait partie du mythe, de cette idéologie qu'on a créée de ce peuple palestinien qui aurait droit à une indépendance parce que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ça ne touche pas le Golan, puisque le Golan, c'était une question syrienne. Donc c'est une autre question. À mon avis, c'est pour ça que ça a éveillé beaucoup moins de passion. En fait, à l'époque où Israël a pris le Golan, les tensions étaient entre la Syrie et Israël. C'était en fait une tension entre deux pays. Voilà, deux pays. C'est diplomatique. C'était diplomatique. La Syrie ne pouvait pas faire grand-chose.
de la même façon que là, maintenant, pendant la guerre, on a récupéré le Hermon, la montagne du Hermon en entier. Vous dites récupérer. Bien sûr, récupérer. Pourquoi? Bah, comment ça récupérer? Pas récupérer au niveau international, mais au niveau de la promesse divine, Ah oui, ok. bien évidemment. Donc on parle la même langue, en fait. Non, parce qu'après, ça va être repris sur les réseaux et tout ça, machin, évidemment. Le fameux Grand Israël, l'objectif israélien se Alors, crée. Mais ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont des détracteurs du peuple juif et qui viennent dire oui, vous êtes des militants du Grand Israël, vous avez donc envie de conquérir l'Égypte, de conquérir la Jordanie, de conquérir le Liban, de conquérir la Syrie, l'Irak. L'Irak fait partie des L'Irak, pays, pareil. bah oui, jusqu'à l'Euphrate, derrière la Torah. Non, hein. Alors, je voudrais rassurer ici tous les auditeurs, il n'y a pas de projet, ni de l'État d'Israël, ni de moi d'ailleurs, d'aller demain lever une armée et d'aller conquérir le Grand Israël. Absolument pas. Par contre, lorsque les événements vont faire qu'un territoire X ou Y, qui a été promis par Dieu, il se trouve que les événements géopolitiques du moment vont faire qu'il y a une possibilité de retourner sur une terre qui nous a été promise, ben pourquoi pas? C'est-à-dire qu'à aucun moment, on a dit, allez, on va aller conquérir la Syrie, parce que c'est le Grand Israël. Mais il se trouve qu'il y a eu la chute du régime de Bachar el-Assad, et c'était l'occasion, parce qu'on ne voulait pas que les terroristes puissent nous surplomber depuis les hauteurs du Hermon, donc on a pris le Hermon à ce moment-là. C'est pas, personne n'a dit, c'est une volonté messianique de conquérir. Je suis obligé de vous parler d'Ibrahim Arabi. Ibrahim, c'est un commentaire qu'on a eu dans votre dernière face à l'actu. Justement, il utilise ça. Et en fait, bon, théorie du complot, à 100%, le 7 octobre a été voulu par Israël. On s'éloigne un tout petit peu des otages, etc., mais on va y revenir. Mais je pense que c'est important de clarifier toutes ces choses-là. Le 7 octobre a été prévu et voulu par Israël pour se donner l'occasion de reprendre Gaza. Bon, après, il part dans des délires il y a du gaz sous Gaza et du pétrole et qu'Israël veut faire là-bas du business et ça, il peut pas le faire parce qu'il y a 3 Palestiniens en claquette. Ça, c'est l'objectif. À un moment donné, c'est-à-dire que Israël, vous parlez d'occasions, c'est Israël qui se crée ces occasions, c'est Dieu qui crée les occasions, c'est l'histoire qui crée l'occasion. Ce qui s'est passé à Gaza 7 octobre, on est tous à peu près d'accord qu'il s'est passé des choses qu'on ne comprend pas au niveau sécuritaire, au niveau de l'un. Bon, d'abord, pour ce qui est de la théorie du complot, on ne va pas donner on peut pas rentrer. de visibilité à ça. C'est donc les Américains qui ont créé le 11 septembre. Bon, voilà. C'est un logo. Voilà, c'était un hologramme. un hologramme, ce que tu veux, je sais pas. La Terre est plate, machin. Bon, théorie du complot, ça ne me parle pas du tout. Évidemment qu'on a fait tout un préambule pour expliquer à quel point on voulait la vie. Mais il y a une responsabilité d'Israël, moi, c'est ça que je veux parler. Non, mais 2 secondes. Qu'il y ait une responsabilité, qu'on ait fait des erreurs, c'est une chose. Mais de dire qu'on a voulu le meurtre de nos propres concitoyens dans des proportions tellement invraisemblables, c'est absurde. Même dans des proportions moins. Non, mais c'est absurde, c'est absurde. Donc évidemment qu'on n'a pas voulu ça, mais évidemment que l'histoire, tu parles de l'histoire, tu parles de Dieu. Alors je ne vais pas parler au nom de Dieu parce que je ne suis pas prophète et je ne sais pas ce que Dieu y veut, mais je peux simplement dire que les événements me demandent de prendre du recul et de me dire, ok, je suis face à une nouvelle situation, qu'est-ce que je fais? Tu sais, à mon avis, le meilleur exemple de cela, mais vraiment, hein, c'est en 1967. En 1967, la guerre des 6 jours, il n'est pas prévu de conquérir Jérusalem. C'est pas prévu. Bon, tu me diras, il n'y a pas eu beaucoup de temps pour prévoir, mais c'est pas prévu. La guerre des 6 jours, c'est une guerre où on vient repousser les velléités de l'Égypte et de la Syrie de nous détruire. Le but est de repousser les Égyptiens et de repousser les Syriens au sud et au nord. Zéro. Il se trouve qu'on ne veut pas rentrer en conflit avec la Jordanie. La Jordanie qui est celle qui domine Israël depuis 1948-49. On ne veut pas rentrer en conflit avec la Jordanie parce qu'on ne veut pas créer un 3e front. Mais dès le premier soir de la guerre, la Jordanie dit qu'elle met ses armées au service de l'Égypte. Elle rentre donc dans la guerre. On ne veut toujours pas conquérir Jérusalem. Par contre, il va falloir amener des soldats pour aller sauver les 120 juifs qui sont sur le mont Scopus. Sinon, ils vont être complètement entourés par les armées jordaniennes et ça s'en est fini d'eux. Et une fois que, par des combats incroyables, le fameux combat de Givat Atach-Moshet, de la colline des munitions. La vidéo qu'on a faite là-bas. Eh bien,
finalement, se retrouvent les commandants de l'unité des parachutistes avec Moshe Dayan sur le mont des Oliviers, face à la vieille ville de Jérusalem, face au mont du Temple. Le soleil dans leur dos qui se lève, qui éclaire l'histoire. Et ils se disent, on est là, c'est trop bête. Et finalement, l'ordre est donné d'avancer et de conquérir la vieille ville. Mais ce n'était pas prévu. Mais il se trouve que l'histoire nous a amenés à, appelle ça l'histoire, appelle ça Dieu. Mais les événements ont fait qu'il a fallu réagir. Évidemment qu'on ne voulait pas du 7 octobre. Chas v'shalom, il est terrible de pouvoir penser qu'on voulait le 7 octobre pour X raisons. On n'en voulait pas. Mais c'est arrivé. Maintenant, on va devoir répondre. Est-ce que on a bien agi dans ces 2 dernières années par rapport à la guerre à Gaza? C'est un vrai débat, on pourrait discuter. Est-ce qu'on aurait pu mieux faire? Est-ce qu'on aurait dû mettre dès le départ d'autres objectifs de guerre? Mais tu comprends que, voilà, on est face à une nouvelle réalité. C'est ce qui s'est passé dans le Golan, c'est ce qui s'est passé là maintenant à Gaza, et c'est ce qui se passe tout le temps dans l'histoire en fait. L'histoire est plus grande que toi. Et donc, Akadosh Baruch Hu, Dieu fait avancer son monde, et nous on est là et on essaye de comprendre quelle est notre part d'action dans cette histoire-là. Donc voilà, est-ce qu'on veut conquérir le Grand Israël? Non, c'est pas prévu, ni demain ni après-demain. Est-ce que nous savons que Akadosh Baruch Hu, que Dieu a promis cette terre au peuple juif? Bien sûr. Mais alors, comment est-ce que les Juifs vont se retrouver ci et là? Ben, on verra bien. Et tu sais quoi? Peut-être qu'un jour, c'est les nations du monde, peut-être même d'ailleurs les nations musulmanes elles-mêmes qui sont là-bas, qui diront, mais en fait c'est bénéfique pour le monde entier que vous veniez. Parce qu'on a compris que Dieu a dit à Abraham que vous seriez source de bénédiction pour le monde entier. Alors, peut-être que ce n'est pas une mauvaise idée. Venez, soyez aussi source de bénédiction pour nous. Le changement des cartes du monde n'est pas obligé de se faire par le sang et la guerre. Ça peut être aussi fait par des prises de conscience profondes. Alors, on n'y est pas, hein. On n'y est pas, Le travail encore. mais on a le droit de rêver. On est à quelques heures de l'ultimatum de Trump pour mettre fin à la situation à Gaza. On peut dire qu'il a un peu pas tordu le bras à Bibi, mais il a forcé Israël à finir cette guerre-là. Il faut la finir. Maintenant, moi, j'ai fait un sondage dans le Instagram de Oroz Vekelim. Êtes-vous pour ou contre un accord avec le Hamas pour mettre fin à la guerre? 90% des gens ont dit non, on n'est pas prêt parce que on sait ce qui va se passer. Le Hamas, il va se transformer en Houmous. Les Palestiniens, ils ne veulent toujours pas la paix. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui a changé pendant cette guerre au niveau mentalité, au niveau de tout ça. Je pourrais même dire au contraire, ils ont perdu femmes, enfants, grands-parents, civils qui étaient tués dans cette guerre, moins civils, parce que des fois c'est un grand frère qui était combattant du Hamas et qui est parti et qui s'est fait tuer par Israël. Ces gens-là ont la haine, ces gens-là sont encore là, et ces gens-là ne partiront pas d'eux-mêmes. Comment? Et on en a un tout petit peu parlé dans la vidéo d'avant, c'est la ribonute, la suprématie. D'abord, je répondrai en plusieurs points. D'abord, ils partiront pas d'eux-mêmes. C'est pas forcément vrai. Il y a beaucoup d'habitants de la bande de Gaza qui seraient tout à fait prêts à partir pour avoir une meilleure vie et aller ailleurs, parce qu'il y en a beaucoup qui en ont marre de la situation, qui sont pas forcément fanatiques et qui veulent simplement vivre leur vie, gagner de l'argent et se faire des kiffs. Ça existe. Donc il y a déjà beaucoup de gens qui sont partis de la bande de Gaza. On n'en parle pas, mais il y en a déjà beaucoup qui sont partis. Et donc, Ceux qui avaient des moyens. Hein. Non, c'est bien sûr comment je dis ça. Non, mais je dis pas. Je dis simplement que c'est possible qu'il y ait des gens qui ont envie de partir. Ok? Ça, c'est la première chose. Il faudrait au moins leur laisser la possibilité, en tout cas. Tout à fait. Je pense que ça doit être une option qui doit être proposée. Maintenant, est-ce que je suis pour un accord? Est-ce que je pense qu'il faut faire un accord avec le Hamas? En aucun cas. Parce que le Hamas n'est absolument pas digne de confiance. Et c'est pour ça que, alors encore une fois, on ne sait pas exactement ce qui va se passer dans cet accord. Mais si, et je mets un grand, si d'abord vous ramenez les otages, après on discute, ok, c'est déjà autre chose qu'on va discuter du retour des otages. Deuxièmement, s'il n'y a plus d'otages dans la bande de Gaza, on est beaucoup plus libre d'agir contre le Hamas s'il ne respecte pas. Moi, d'affaire, je pensais l'inverse. Pourquoi? Parce que je pense que tant qu'ils ont des otages, on a le droit
au niveau moral occidental de faire la guerre. 2 secondes. Non, c'est-à-dire que s'ils rendent des otages, Si signe un accord et que dans cet accord, tu dois être démilitarisé, tu dois partir de la bande de Gaza et tu ne le fais pas. Très bien, je te rappelle que, encore une fois, je ils ne pas sais pas d'otages. Le seul moyen, et ça, je vais être un peu. un accord. Oui, mais alors, le seul. D'autre part, d'après l'accord, alors encore une fois, on ne sait pas encore, je vous laisse passer, mais d'après l'accord, on est censé rester à l'intérieur de la bande de Gaza et de rester sous le contrôle de 67% du terrain de la bande de Gaza. C'est absolument pas un idéal, hein. Attention. Alors, Je dis simplement, soyons cacharables. Quand il n'y aura plus les otages, ça me désole de dire ça, Israël n'aura plus aucune raison au niveau occidental de faire la guerre. La seule raison pour laquelle Israël continue de faire la guerre depuis 2 ans, c'est parce qu'ils tiennent les otages. Ils auraient rendu les otages après 6 mois de guerre, il n'y aurait plus de guerre. je te rappelle que dans les objectifs de guerre, il y avait le retour des otages. Oui, mais c'est des objectifs israéliens. Au niveau, Je pense qu'il faut avoir international, eh bien, il faudra avoir le courage de dire non, on ne s'arrêtera que lorsque le Hamas ne sera plus un danger pour Israël. un courage qu'on n'a pas eu en 2014, qu'on n'a pas eu en 2012, qu'on n'a pas eu en 2010, qu'on n'a pas eu en 2000. D'abord, on ne peut pas dire que les choses n'ont pas changé. Non. Les choses ont changé. On n'avait pas le courage, je te rappelle, que pendant des années, il y avait une tente, pas une tata, hein, une tente du Hezbollah, là où il n'avait pas le droit d'être, d'après les accords de 2006, et on n'osait pas la toucher de peur que. Ok, je pense que les choses ont un petit peu évolué depuis. Alors moi, je suis devenu pessimiste, alors je suis désolé. Hein. Les Égyptiens avancent des tanks sur la frontière où ils ont peur d'avancer des tanks. On voit des vidéos de centaines. Et Israël ne réagit pas là. Je vais pas faire l'avocat du diable, mais on n'a pas appris. Non, des fois on n'a pas appris, mais surtout, non, mais là, par rapport à ce que tu dis, à cause de nous, ils ont le droit de mettre des tanks dans le Sinaï d'après les accords. C'est-à-dire que normalement, il y avait les accords où l'armée égyptienne n'avait pas le droit de rentrer dans le Sinaï, c'est les accords de base. Mais lorsque les terroristes au sein de l'Égypte, les frères musulmans, ont commencé à prendre des positions dans le Sinaï, Al-Qaïda, tout ça, alors ils ont demandé à Israël de changer l'accord, et Israël a accepté pour mettre des forces armées pour combattre les terroristes. Et nous, on a dit oui. Mais il y a un nombre de temps. À partir du moment où tu as ouvert un petit truc, ouais, mais voilà. Alors, bien sûr qu'il va falloir dire aussi les cocos. Et je pense que c'est vrai qu'on a fait plusieurs erreurs dans notre histoire, mais Israël, le peuple d'Israël a su également faire preuve d'intelligence dans son histoire. On n'a pas fait que des erreurs. Des fois, on a du mal à apprendre, mais quand on a appris, on a appris. Des fois, on apprend à la dure, mais une fois qu'on a appris, on a appris. Moi, j'ai envie de garder cet optimisme et de me dire que il est évident qu'un accord avec le Hamas ne veut rien dire, parce qu'on ne peut pas leur faire confiance. Il est évident que si le remplaçant du Hamas est l'autorité palestinienne, eh bien c'est exactement la même problématique. Ils sont assoiffés de sang, et les uns et les autres. Ils veulent la destruction d'Israël, et les uns et les autres. Donc il est évident que si c'est ça, ça ne pourra pas marcher. Et ça veut dire qu'on va être malheureusement reparti pour une guerre, je ne sais pas quand, mais ils vont de nouveau essayer de nous attaquer. Et donc, si par contre, on décide de mettre en place une force gérée par nous, au niveau sécuritaire, là, c'est déjà autre chose. Je ne suis pas du tout pour une force internationale qui gérerait la bande de Gaza, pour une raison simple, on a essayé de faire ça au Liban, avec un fi nul. La fameuse. Et voilà. Où ils prêtaient la peine au... D'autre part, et là, ça va être le côté idéologie, la bande de Gaza, ce n'est pas un pays. Le Hamas aurait pu décréter son indépendance. Ils auraient pu créer la Palestine depuis 2006. Oh, mais pour eux, c'est le... Évidemment, mais ce que je veux dire, c'est il aurait pu y avoir une Palestine déjà depuis longtemps. Bien sûr. Ils ne l'ont pas fait, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas un État. Ce qui n'est pas le cas du Liban, qui est un État. Donc, si tu veux, quand il y avait la finile au Liban, le Liban, c'est un pays souverain. La bande de Gaza, ce n'est pas un pays souverain. Donc, c'est pas un pays souverain, c'est une zone qu'on a conquis en 1967, entre parenthèses, pas des Palestiniens, non, des Égyptiens, de l'Égypte. Et l'Égypte, dans les accords de paix de 1979, on devait leur donner la bande de Gaza, ça faisait partie de l'accord. Ils ont dit non merci. Vous savez, ouh là là, vous la gardez, celle-là vous la gardez.
Donc, non seulement c'est un endroit qu'on a conquis en 67 de l'Égypte n'en veut pas, c'est pas un État souverain, ça fait partie évidemment de la terre d'Israël, la bande de Gaza est une partie intégrante de la terre d'Israël historique. On a retrouvé à Gaza des synagogues, des mosaïques dans des synagogues incroyables. Il y avait un des grands rabbins qui a été l'auteur d'un chant de Shabbat qu'on chante dans les maisons de juifs dans le monde entier, Yaribon Olam Almaya, qui s'appelait Rabbi Raphaël Nadjara de Gaza. De Gaza. C'est-à-dire donc, la ville de Gaza a toujours été une partie de la terre d'Israël et complètement attachée au peuple juif. Elle fait partie de la tribu de Yehuda dans les 12 tribus. Donc, si aujourd'hui l'histoire a fait que il y a eu le 7 octobre, on nous a attaqués et 2 ans après de guerre, 70% de la bande de Gaza est entre les mains d'Israël, bah très bien, gardons et faisons de cette zone une zone de prospérité pour les Arabes également. Pour les Arabes également. Je ne suis pas le Premier ministre et ce n'est pas la ligne directrice du gouvernement israélien actuellement. Mais si tu me demandes à moi, bien sûr que je pense qu'il faut conquérir officiellement et annexer la bande de Gaza. Pas pour dégager les Arabes de chez eux, absolument pas. Ceux qui veulent partir, pas de problème. Mais ceux qui ne veulent pas partir et qui ne veulent pas faire du terrorisme, je n'ai aucun problème qui reste. La bande de Gaza, c'est une zone qui fait 320 km². Les gens oublient. On dit qu'il y a une densité de population extrême à Gaza. Oui, mais pas partout. C'est dans Gaza City, à Khan Younes, à Deir el-Balah. Il y a des zones extrêmement densément peuplées et c'est ce qui a été tellement compliqué pour nos soldats. Mais il y a aussi énormément de terrain vide dans la bande de Gaza. Tu me demandes à moi quel est mon idéal? Et oui, je ne vais pas m'en cacher. Moi, je ne pense pas qu'il faut avoir la solution à 2 États. Ou alors, non, tu sais quoi, je vais me reprendre. Je pense qu'à la limite, on peut parler de la solution à 2 États, mais certainement pas à 3 États. Puisque l'État palestinien a déjà été créé. Il s'appelle la Jordanie. Puisque dans le mandat britannique, je te rappelle, on parle toujours de nos cartes, je cite ici mon ami Ilan Ben Moshe qui a fait un travail fantastique. Donc on a ici le mandat britannique. Le mandat britannique comprend ce qui est aujourd'hui Israël et la Jordanie. Et tout ça était censé devenir le pays des Juifs. Il y a eu déjà un premier renoncement lorsque, dès 1923, toute la zone qui est à l'est du Jourdain, alors c'est une séparation naturelle en plus. c'est une séparation naturelle. Et alors, voilà, pour les députés de la France insoumise et Madame la députée Mathilde Panot, l'est du Jourdain, c'est là, et l'ouest du Jourdain, c'est en bleu, c'est l'eau, il faut lui dire. Parce que je suis pas sûr qu'elle. Ça, c'est de l'eau, ça, c'est la mer Morte, ça, c'est le lac de Tibériade, et ça, c'est la mer Méditerranée. Et le petit trait, là, c'est le fleuve du Jourdain. Les amis, là, à ce moment-là, il y a un État arabe qui a été créé. Vous savez comment s'appelait toute cette zone-là à l'époque, avant la création de l'État d'Israël, à l'époque britannique? C'est la Palestine mandataire britannique. Donc, il y a déjà eu un État palestinien. Ils ont décidé de l'appeler finalement le royaume de Transjordanie et plus tard le royaume de Jordanie. Très bien, ils ont le droit de changer leur nom. Mais c'est déjà un pays. Il y a déjà un pays palestinien. Donc, la solution à 2 États, oui, mais ça existe déjà. Quand on parle de la Jordanie, on dit 80% de Palestiniens vivent en Jordanie, comme si c'était pas. Mais voilà. C'est-à-dire que donc la solution à 2 États, oui, mais pas à 3. Pour la solution à 3 États. Donc moi, je suis d'avis que évidemment que la souveraineté d'Israël doit s'inscrire dans toute la terre d'Israël. Je parle dans l'État d'Israël. Je parle également de Judée-Samarie et également de la bande de Gaza. Mais si la population arabe qui y vit a envie d'être dans un pays où il fait bon vivre, a envie de respecter la loi, a envie de recevoir tous les droits civils qu'un individu peut recevoir, sans forcément recevoir la citoyenneté. Tu as beaucoup de pays dans le monde où tu n'es pas forcément citoyen du pays, pourtant tu y habites, tu as un droit de résidence, une carte de travail. Ils sont déjà égyptiens, ils sont déjà jordaniens. Et la majorité d'entre eux, ils ont déjà une autre nationalité. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, si vraiment ils veulent devenir israéliens, tfaddal.
comme dans tous les pays, ben, c'est un processus. On ne devient pas français comme ça. Il faut voir combien de temps tu vis déjà dans le pays, et est-ce que tu connais la culture de ce pays, la langue, et est-ce que tu es fidèle à ce pays. Dans ce cas, pas de problème, tu peux devenir israélien. Et ceux qui crieront à le danger d'un État binational et la minorité juive qui serait, enfin, l'éventualité que les Juifs seraient une minorité, je n'ai aucune crainte là-dessus. Et ça, c'est le côté rabbin. On avait déjà sorti le drapeau rouge en 1988. Il y avait 3,5 millions de Juifs en Israël à ce moment-là. Et il y avait des débats à n'en plus finir, qu'il faut se séparer complètement des Arabes à l'intérieur d'Israël, parce que sinon, on va être une minorité, la démographie. Un an plus tard, la chute du mur de Berlin. Un an plus tard, 1 million de Juifs qui arrivent du bloc de l'Est. Et tout d'un coup, la balance démographique change complètement. Donc, j'ai pas peur de cela, parce que d'abord, la démographie en Israël, elle n'est plus elle est plus dans le sens du monde arabe. Les Juifs font plus d'enfants maintenant que les Arabes en Israël, ça c'est une première chose. Et deuxièmement, moi j'ai pas perdu espoir que les Juifs de France, que les Juifs des États-Unis, et d'ailleurs, viennent nous retrouver en Israël. Donc, j'ai aucun problème de dire, je pense qu'Israël doit être souverain partout, y compris dans la bande de Gaza, y compris en Judée-Samarie, mais donner la possibilité à tous les Arabes qui veulent habiter ici, de vivre ici, sans aucun problème. Si tu veux faire la guerre, tu deviens un ennemi de l'État. Et donc, tu seras traité comme tel. Si tu as une autre nationalité, tu seras exclu. Si tu prends les armes, tu fais des actes terroristes, eh bien, moi, je suis... ça aussi, c'est un débat. Mais je pense que, d'abord, il faut savoir qu'en Israël, la peine de mort est quelque chose qui existe. Ouais, elle est légale. Elle existe, elle a été appliquée pour Adolf Eichmann. Mais de dire qu'on fait une loi qui dit que quelqu'un qui a du sang sur les mains parce qu'il a été actif dans le terrorisme, eh bien, il peut être condamné à mort. Moi, je serais tout à fait pour une loi comme ça. Est-ce que ça mettrait pas fin aux échanges d'otages S'il n'y a plus de prisonniers, parce que si tu es un terroriste et que tu as tué des Juifs, des Israéliens en faisant du terrorisme, eh ben, tu n'es plus là pour être échangé. Mais moi, je suis complètement pour. Je ne vois pas pourquoi une personne qui a décidé de prendre la vie de quelqu'un, mes impôts doivent continuer à le payer jusqu'à la fin de sa vie. Dans les deux sens? Mais bien sûr. Un juif qui va tuer des musulmans. Mais de quel droit un juif peut maintenant aller sortir et aller tuer des musulmans? Ça va pas la tête. Je pense dans la halakha, un juif peut pas tellement punir. Mais dans la halakha, c'est complètement interdit. Non, de tuer un juif. Un juif qui pratique le meurtre, c'est ça qu'on parle, c'est du meurtre. C'est du meurtre. Un juif qui pratique le meurtre, d'après la loi juive, il est passible de mort. Après, est-ce qu'il va être mis à mort ou pas en fonction de... Il y a des témoins, il n'y a pas des témoins, mais maintenant, ça c'est vrai s'il a tué à l'intérieur de la société d'Israël. Mais si tu as tué quelqu'un qui vit parmi toi et qui ne t'a rien fait de mal, et tu vas le tuer, t'es pareil, t'es aussi passible de mort. Maintenant, s'il s'agit de guerre, c'est autre chose, mais tu ne sors pas en guerre tout seul. C'est l'État qui sort en guerre. Donc, dans les deux sens, le terrorisme ne sera jamais une expression tolérable. Donc, deux solutions, si je vous entends bien, c'est la souveraineté et la peine de mort. La peine de mort pour les terroristes. Je suis pas oui, c'est sûr. Et évidemment, je ne suis pas juriste, je ne suis pas légaliste, je ne sais pas comment il faut mettre en place. Regarde, j'avais entendu que quand ils avaient proposé la première fois cette idée de peine de mort, pourquoi ils ne l'ont pas fait finalement? Parce qu'encore une fois, ce n'est pas un problème légal. Il y a plein de pays dans le monde, comme les États-Unis entre autres, où la peine de mort existe. Ce n'est pas parce que la France est revenue sur la peine de mort dans les années 80 qu'on n'a pas le droit de mettre en place une peine de mort. L'État a le droit de décider que les gens qui portent atteinte à la vie d'autrui sont passibles de mort. Maintenant, à l'époque, ils avaient dit que finalement, ils en étaient revenus. Pourquoi? Parce que si on condamne quelqu'un à mort, comme c'est un état de droit, il a le droit de faire appel. D'accord? Et dans ce laps de temps, on avait peur qu'il y ait des représailles sur la communauté juive dans le monde. Si on sait que tel terroriste va être condamné à mort par l'État d'Israël, on a peur que dans ce laps de temps, on va envoyer deux personnes mettre des coups de couteau à des juifs devant les synagogues de Manchester. C'est-à-dire, je ne pense pas que ce soit... Alors c'est pour ça que ça n'avait pas été fait à l'époque. Je ne pense pas que c'est une bonne raison. Je pense qu'il faut faire une loi légale
que toute personne qui a fait du terrorisme et qui a du sang sur les mains doit être condamnée à mort. Et donc, il n'y aura plus de question d'échange de prisonniers. C'est la première chose. Mais je répète que, et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. D'ailleurs, je vais te dire quelque chose. On va certainement recevoir des messages qui viennent dire que c'est du mensonge, tout ça. Mais toi et moi, on vit là. On vit ici. La majorité des gens qui nous écoutent et qui vont réagir de manière haineuse contre nous, ils n'ont jamais mis les pieds en Israël, ils ne savent pas de quoi on parle. Mais toi et moi, on vit ici. Et toi et moi, on a été au quotidien, tous les jours, au contact avec des musulmans. Des musulmans, des chrétiens, des arabes qui habitent en Israël. Que ce soit en Judée-Samarie ou que ce soit partout en Israël, dans l'armée, et même dans la société civile, Bien sûr. à l'hôpital, à la... Non, dans l'armée, en tant que militaire. En tant que Moi, j'ai un copain. Mais même chose, Moi, mon bien sûr. gars Enfin, qui est mais oui, mais musulman. avec les gens qui sont à l'armée d'Israël, que ce soit les Druzes ou que ce soit les Bédouins, il n'y a pas de problème. Mais je veux te dire, avec des gens qui pourraient, au niveau idéologique, être contre l'État d'Israël, mais il n'empêche que dans la vie de tous les jours, et ça se passe très bien. Heureusement. C'est-à-dire que nous, on parle à chaque fois dans les informations de ce qui ne va pas. Mais dans la vie de tous les jours, Baruch Hashem, quand tu vas au canyon et que tu vas à la pharmacie, très très souvent, le pharmacien, il est arabe. Et c'est pas pour ça qu'il te soigne pas, qu'il te donne pas les bons médicaments, machin. Donc, ça marche. C'est la réalité d'une vie où les Juifs et les Arabes puissent vivre ensemble en Israël. C'est la réalité du quotidien. C'est-à-dire, donc, il n'y a pas de raison que ça puisse pas être agrandi. D'autre part, j'ai pas de chiffres. Je n'ai que mes yeux. Il n'y a personne dans ces populations arabes qui veut d'un véritable État palestinien dans lequel il ne serait plus en Israël. Parce qu'ils savent très bien que le pays dans lequel un arabe musulman vit le mieux, sauf s'il fait partie des familles royales, Dubaïot ou autres, mais le pays où on vit le mieux, c'est en Israël. Dans les hôpitaux, bien sûr. Mais partout, mais dans tout. Mais demande-leur, et on commence à entendre ces voix-là dans la bande de Gaza, qui se disent, mais attends, mais quand les Juifs, ils étaient là, c'était le paradis ici. Pour nous aussi. Les Juifs de Judée, les Arabes de Judée-Samarie, ils travaillent tout le temps avec les Juifs. Et il n'y a aucun problème dans la majorité des cas. Ce que je veux dire par là, c'est que à partir du moment où Israël vient dire, c'est chez nous ici. J'ai pas de problème que tu vives chez moi, mais sache que tu es chez moi. Donc il y a des lois et tu vas devoir les respecter. Mais à partir du moment où tu les respectes, Alan wa salam. Parce que l'inverse est faux. Chez lui, il a un problème parce qu'on est chez lui. Et il y a des musulmans en Israël, il y a très peu de juifs qui vivent leur liberté à Gaza. Ça, c'est évident que, là, si tu veux, j'ai une autre carte si ça t'intéresse, mais on voit l'exode, parce qu'on parle d'épuration ethnique. On dit tout le temps qu'Israël est en train de faire une épuration ethnique, ce que tu veux. Où est-ce que c'est cette carte? Attends. Ah, tu m'as pris au dépourvu. Tu m'as pris au dépourvu. Je sais pas, il me l'avait mis quelque part. Je ne sais pas où c'est. Quelle était la quantité de population juive dans les pays arabes avant la création de l'État d'Israël et aujourd'hui? C'est-à-dire, au Maroc, il y avait une population en 1948 de 275 000 juifs. Aujourd'hui, 3 000. En Algérie, 140 000. Aujourd'hui, 0. En Tunisie, 100 000. Aujourd'hui, 1 400. En Libye, 40 000. Aujourd'hui, 0. En Égypte, 75 000. Aujourd'hui, 3. Bon, je ne sais pas qui c'est. Ça doit être les membres de l'ambassade. En Turquie, 80 000. Aujourd'hui, 10 000. En Syrie, 20 000. Aujourd'hui, 80. Je ne sais pas qui c'est. En Irak, 135 000. Aujourd'hui, 0. Tu comprends que ça, c'est... Effectivement, dans les pays arabes, il n'y a pas beaucoup de juifs qui y habitent. Mais tu veux que je te dise mieux que ça? C'est pas seulement ça. C'est dans les pays arabes, les musulmans qui y vivent ne se permettraient jamais de faire ce qu'ils font en Europe, ce qu'ils font des fois. La loi, parce que tu fais partie de cela. Donc moi, je pense que c'est très important. Un pays, pour la population locale arabe, il y en a un. Il s'appelle la Jordanie, et j'appelle pas au démantèlement de la Jordanie. Il y a un pays, ça s'appelle la Jordanie, qui est 2,5 fois plus grand qu'Israël. 2,5 fois plus grand qu'Israël, dont nous donnons l'eau. Oui, il l'achète maintenant. Ah, il l'achète. Mais 95% de l'eau jordanienne passe par Israël. Israël pourrait dire ce contrat, moi je le veux pas, qui passe par la Syrie, la Turquie, etc. Bien sûr. Donc si tu veux,
je pense qu'il faut, et c'est quelque chose de très important, on veut aussi le bien du monde arabe. Et le fait qu'Israël soit clair sur son identité et sur qui il est et pourquoi il est là, ça peut être extrêmement bénéfique également pour tous les musulmans et tous les Arabes qui habitent en Israël. Il ne s'agit pas de faire de l'apartheid. Il s'agit de donner tous les droits à tout le monde. Peut-être qu'au niveau sécuritaire, ça va être plus compliqué de donner des armes à tout le monde. C'est-à-dire, mais ça, je pense que c'est une évidence pour tout le monde. Mais au niveau civique, il n'y a aucun problème. Donnons les droits à tous les habitants du pays, ceux qui sont citoyens. Et pour être citoyen, comme dans tous les pays, il faut un certaine néhémanous, une certaine allégeance. Voilà, j'aimerais passer à la deuxième partie de ce rendez-vous avec l'Actu. J'invite nos téléspectatrices et spectateurs à laisser en commentaire s'ils ont des questions, des commentaires, etc. Ça peut toujours aider. Et bien sûr, à s'abonner, mettre un pouce bleu, etc. Bien sûr. Vous connaissez la chanson. Rav, on est à la veille de Sukkot. On est à quelques heures. Quand la vidéo sort, on est à quelques heures de Sukkot. J'ai entendu plein de trucs sur Sukkot. Sukkot, c'est la fête des enfants parce qu'on fait des cabanes. Sukkot, c'est la fête des pauvres parce qu'on fait des cabanes et que du coup, c'est pas en dur. Sukkot, c'est la fête de la nature. Sukkot, c'est la fête des goïms. Sukkot, c'est la fête des arbres fruitiers. J'ai vu plein de choses. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, Sukkot, c'est aussi la fête de la sortie d'Égypte, des Anané Kavod, des nuées qui protégeaient Israël, et Dieu nous protège dans la Soukha, pareil. Est-ce que vous pouvez faire un peu d'ordre dans toute cette... Tout est vrai. Merci. Voilà, tout est vrai, c'est fini. Yallah. Chaque fête du judaïsme est basée sur un événement historique. Sur cet événement historique viennent se greffer également d'autres significations, plus ésotériques ou plus profondes. Mais d'abord, il y a un événement historique. L'événement historique ne peut pas être fondamentalement détaché de l'ambiance, du visuel, si tu veux, de la fête. À Pessah, on va te raconter une histoire comme quoi il n'y avait pas le temps de faire du pain. Donc à Pessah, les Juifs mangent du pain azim, des matzot. À Sukkot, qui est en référence à la sortie d'Égypte, si tu me dis qu'à Sukkot, on fête le fait qu'on a reçu les nuées protectrices, je te demande, mais alors pourquoi on fait des cabanes? Quel rapport entre les nuées protectrices? Est-ce que c'est blanc, ça nous rappelle nous, la blanc. protection. Moi, je me rappelle, en France, on avait des Sukkot en bois, pas blanc. Alors, les nuées protectrices, c'est très vrai qu'en sortant d'Égypte, on a reçu les nuées protectrices. Mais c'est pas ça, les Sukkot. Ah, à l'intérieur de la Soukha, oui, on va retrouver la dimension des nuées protectrices. Mais c'est pas à cause des nuées protectrices qu'on fait des Sukkot. On fait des Sukkot. Et puis d'ailleurs, les nuées protectrices, on les a reçues en sortant d'Égypte, c'est-à-dire au mois de Nissan. Et nous sommes au mois de Tishri. On aurait dû faire donc des Sukkot à Pessah. Proba. Si ça en souvient la sortie d'Égypte, quand on est... Je vais la pluie aussi. Ah, c'est à cause de la pluie? Oui, bien sûr. Mais on demande la pluie à la fin de la fête de Sukkot. C'est à ce moment-là qu'on demande la pluie. C'est l'automne qui commence. Ah oui. Donc on demande la pluie. Mais non, mais parce qu'il y a certaines personnes qui ont dit on fait Sukkot en Tishri et pas en Nissan parce qu'en Nissan il fait trop bon. Le temps est trop clément et donc ça ne montre pas à quel point on aime Dieu. Donc ça, c'est une explication de Galout, de Chutz Laaretz, parce qu'en Israël, il fait exactement le même temps à Pessah qu'à Sukkot. Exactement. On fait Sukkot à Sukkot parce qu'à Sukkot, on installe des Sukkot. C'est clair, non? C'est très clair. On fait des Sukkot à Sukkot parce qu'à Sukkot, on était dans des Sukkot. De quoi je parle? La sortie d'Égypte est un événement qui ne s'est pas fait en une journée. La sortie d'Égypte est un événement qui a duré 40 ans. Entre le moment où Moshe et Moïse arrivent devant les enfants d'Israël après avoir eu sa discussion avec Dieu au buisson ardent, il leur dit, voilà les gars, Dieu m'a envoyé pour vous sortir d'Égypte. Ça, c'est le point de départ. La fin de la sortie d'Égypte, ça sera 40 ans plus tard lorsqu'on rentre en terre d'Israël. Puisque lorsque Moshe vient voir les enfants d'Israël, il leur dit, voilà, le projet divin, c'est de sortir d'Égypte pour arriver dans la terre de vos ancêtres. La terre que Dieu a promise. Y compris la bande de Gaza. Maintenant, c'est donc ce laps de temps de 40 ans qui s'appelle la sortie d'Égypte. Il se passe plein de choses dans ces 40 ans.
Le premier événement de la sortie d'Égypte, c'est avant Pessah, c'est le moment où les Égyptiens, Pharaon, cessent de nous mettre en esclavage. Nous sommes libérés. Ça se passe à Rosh Hashanah, avant Pessah. C'est le premier événement de la série d'événements de la sortie d'Égypte. Ça correspond au début des fameuses 10 plaies. Le dernier événement de la sortie d'Égypte, c'est Sukkot. Quand 40 ans plus tard. Mais alors, quel événement? C'est la guerre contre Sichon et Og, les rois émoréens qu'on va trouver dans la Jordanie actuelle, qui sont en fait les premières conquêtes en terre d'Israël. Les rois de Sichon et Og font la guerre. D'ailleurs, on ne veut pas faire la guerre avec eux. Tu te rappelles, on parlait des événements de l'histoire. On n'a pas cherché à conquérir cette zone-là. On a dit, on voudrait juste passer, on paye notre passage. Ils ont dit non, et ils sont sortis en guerre contre nous. On les a battus. Donc, on a conquis cette terre-là. Maintenant, cette guerre-là contre Sichon et Og se passe à Sukkot. Mais quel rapport avec ma soukha? Eh bien, lorsqu'on part en guerre, on dort dans des Sukkot. Comment je sais? Aujourd'hui, on est avec des tentes. Oui, mais bon, aujourd'hui, on a un hammer qui vient nous ramener toutes les affaires. Mais imagine-toi à l'époque, mec qui se trimballe avec sa tente, c'est les tentes en poil de chèvre, c'est très lourd. Et le lendemain matin, il faut replier tout et aller au combat avec sa tente sur les... Une soukha, ça se fait en 2-2, avec les moyens du bord. Le lendemain, tu mets un coup de pied dedans, il n'y a plus rien, et c'est terminé. Bon, c'est une belle explication, mais est-ce qu'elle est marquée quelque part? Eh bien oui. Dans le livre de Samuel, on voit là-bas toute une histoire, le peuple d'Israël est en guerre, et il y a un général de David qui est rappelé à Jérusalem, il s'appelle Ouria Achiti, et David lui dit, bon, bah, écoute, c'est très bien le rapport que tu m'as fait, rentre maintenant chez toi, passe la nuit avec ta femme, et demain tu retournes au combat. Et Ouria ne le fait pas. Il dort sur le trottoir devant le palais de David. Lorsque David lui demande pourquoi il a fait ça, il répond, comment puis-je dormir dans mon lit alors que tout Israël dort dans des soukotes? Parce que lorsqu'on est en guerre, on est dans des soukotes. C'est l'explication qui est donnée par Rabbi Eliezer Rokeach dans son livre Maaseh Rokeach. Il le dit clairement. La fête de Sukkot, c'est la fête de la conquête de la terre d'Israël. Le début de la conquête, les premières guerres qui vont amener à la souveraineté d'Israël, c'est la fête de Sukkot. Et quand on est en guerre, on dort dans des soukotes, donc on fait des soukotes. Ça, c'est la raison historique. Suite à cette raison historique, eh bien, tu vas pouvoir faire énormément d'explications métaphysiques. Et il y en a plein, parce qu'en fait, la fête de Sukkot est en devenir. La fête de Sukkot, comme tu disais, c'est la fête des nations. La fête de Sukkot, c'est le moment où on vient essayer de rattacher les nations au projet divin. Notre début d'année à nous, c'est la fête de Pessah. C'est-à-dire qu'on commence l'année, nous, en Nissan, mais les nations, eux, commencent l'année en Tishri. Bon, alors aujourd'hui, c'est en janvier, mais à l'époque, c'était en Tishri, à l'automne. Le peuple d'Israël veut rattacher les nations du monde à l'histoire divine. Et donc on dit, on va vous faire également une fête qui est pour vous. Et c'est pour ça que dans la fête de Sukkot, eh bien, au temple de Jérusalem, on a amené 70 sacrifices. Oui, ouf, ça va, ouais. Shalom, Slicha. On a amené 70 sacrifices, un pour chacune des 70 nations. Un pour chacune des 70 nations. Donc ça veut dire que la fête de Sukkot est tournée vers les nations, à tel point que le Talmud nous explique que viendra un jour où les nations viennent voir Dieu et disent « Mais nous aussi on veut des mitzvot. Il n'y a pas de raison que les Juifs qui aient la possibilité de se connecter à toi. » Et Dieu dit « Pas de problème, j'ai une mitzvah très sympa, je vous la donne. Souka. » Et donc après, il y a tout un débat là-bas de savoir est-ce que les nations vont réussir à faire la fête de Sukkot ou pas. Mais c'est une fête qui est profondément tournée vers l'humanité. Profondément. Mais tu ne peux avoir un message à l'humanité que si tu sais qui tu es. Et donc, sans la raison historique de Sukkot, qui est l'entrée en terre d'Israël, la fin de la sortie d'Égypte, le début de la souveraineté d'Israël, tu ne peux pas sans cela avoir un message à donner à l'humanité tout entière. Et donc, toutes les autres explications de la Soukha, qui sont toutes vraies, c'est-à-dire toutes vraies, c'est le mot Soukha, en valeur numérique, c'est 91. Et 91, c'est l'union du nom de Dieu Adonai, 65, et le nom de Dieu Yud-Keh Vav-Keh, le tétragramme, qui fait 26. 26, 65, 91. Et donc, la Soukha, c'est là où on va réunir
l'éternité du tétragramme qui s'habille dans notre monde Adonai. Et c'est pour ça que lorsque tu vois que dans un texte, il y a marqué Yudke Vavke, on ne le prononce pas comme il est écrit, mais on le prononce Adonai. Pourquoi? Parce que nous dit la Torah, Ze Shmi Leolam, Veze Zirri Ledordor. C'est mon nom, mais il est Leolam, il est Ne'elam, il est caché. Et ça, c'est mon souvenir dans chaque génération, Adonai. Et donc, lorsque tu rentres dans la soukha, tu réunis la dimension de l'éternité cachée avec son expression dévoilée dans ce monde. Donc, c'est quelque chose qui est très, très profond. Mais tout ça n'est possible que parce que le peuple d'Israël a commencé à prendre possession de sa terre d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle à Sukkot, eh bien, nous avons les 4 espèces. Les 4 espèces qu'on appelle Arbat Aminim, tu sais, la branche de palmier, le cédra, le myrte et le saule. Eh bien, nous dit le Rambam, Maïmonide, dans son livre Le Guide des Égarés, pourquoi c'est ces 4 espèces-là et pas d'autres? On aurait pu dire, tu prends une mangue. Et non, parce que ce sont les espèces qu'on trouvait en Eretz Israël à ce moment-là. Donc, puisque c'est la fête de la prise de possession de la terre d'Israël, eh bien, tout doit être connecté avec le peuple juif en terre d'Israël. Le premier jour de Sukkot, c'est les 2 ans de cet octobre. On est très focus ensemble sur ce qui se passe, parce qu'on est sur l'actualité. Et c'est possible que ce soit le jour où les otages reviennent. Amen. Amen. Je pense que c'est Simchat Torah, parce que je pense tout est religieux. Je pense que ceux qui pensent que c'est une C'est quoi de Si ces c'est le premier jour de Sukkot, c'est aussi Yom Tov. Et oui, C'est aussi Yom Tov, c'est le 7 octobre. C'est bien, si c'est Simchat Torah, c'est bien, mieux. Je sais pas. plutôt je sais pas. possible. Le plus tôt. Fait qu'ils reviennent. Comment on est, enfin, moi je suis sur cette question-là par rapport à Simchat Torah, etc. C'est-à-dire qu'on est 2 ans après, les corps sont encore chauds. Je disais de parler comme ça. On est très très focus dans ce qui se passe dans l'actualité. Moi je sais que Yom Kippourim, c'était pas évident de se dire il est en train de se passer des trucs aux informations sur les otages, je suis pas au courant. Ouais, j'étais un peu comme ça. Comment on fait pour se rattacher à ce qui se passe dans l'actualité, etc., alors qu'on est en Yom Tov et qu'on est censé justement se couper de tout le reste, de se retrouver en famille, de se mettre sous la soukha? Est-ce que c'est pas l'un contre l'autre? C'est-à-dire, vous parlez d'un côté qu'on est un peuple, qu'on se original, et là on parle d'un jour où on était... Quand on était en route Laretz, il n'y avait pas de problème parce qu'il y avait toujours entre la maison et la synagogue, tu passais par plein d'endroits où il y avait les radios, les télés, machin ouverts chez les goïms, donc tu pouvais savoir où tu avais toujours. Non, mais juste de c'est faire- pas vraiment savoir ce qui se passe, mais c'est le fait de se couper du monde à Yom Tov. On n'est pas coupé. On n'est pas du tout coupé. D'abord, concrètement, on n'est pas coupé. Dans chaque synagogue, il y a 22 personnes qui sont des membres de sécurité, qui ont leur beeper, qui ont leur téléphone, qui ont leur machin. Toutes les synagogues savent ce qui se passe en temps réel. On est prêt au cas où. On est prêt au cas où, mais je veux dire, Mais l'objectif, si on pouvait ne pas l'être, eh ben on serait entre nous, entre familles, on se couperait complètement de celui qui habite à 100 km de chez moi, des goïms, tout ça. C'est pas mon problème. Nous, on est avec Dieu, avec ma prière, avec ma soukha et salamat, comme disent les Perses. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est pas l'inverse de ce que vous dites? on n'est jamais autant connecté au monde que quand on est centralisé sur qui on est. Tu sais, il y a des moments où on doit prendre du recul pour pouvoir ensuite avoir une meilleure influence. C'est vrai au niveau de la cellule familiale. Tu sais, on te dit dans la Torah que quelqu'un qui se marie, pendant 1 an, il sort pas de chez lui. Bon, c'est une image, mais ça veut dire qu'il doit se concentrer sur la création de sa nouvelle cellule familiale. Après cela, il va partir avec sa femme, ils vont faire des cours par-ci, par-là, ils vont avoir une influence dans le monde entier, machin. Mais c'est parce qu'ils ont eu ce moment où ils se sont retrouvés sur eux-mêmes qu'ils vont pouvoir avoir une influence sur le monde entier. Les journées de Yom Tov sont les moments où on va se connecter avec Akadosh Baruch Hu, on va se connecter à Dieu, mais c'est pour pouvoir le lendemain avoir encore plus d'influence, avoir encore plus de contact avec le monde entier. Donc, si pendant 24 heures, on n'est pas sur Internet, c'est pour que le lendemain, on puisse être encore plus actif sur les réseaux. On a besoin de prendre ce recul pour être plus présent. Donc, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Artisan d'or, merci beaucoup d'avoir pris le temps, 24 heures de Sukkot, de dire faire à quelques heures de Sukkot, j'ai eu ça. Peut-être à la semaine prochaine sous la soukha ou juste après, on verra selon les événements d'actualité, etc. Va arriver. Si on peut avoir une grande fête pour le retour des otages. Amen. Bezrat Hashem, Chag Sameach à nos téléspectateurs.
Je vous invite à mettre en commentaire pouce bleu, s'abonner, partager, diffuser, être les canaux qui constituent ces vidéos-là. Avec plaisir.